Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, je vous en dis plus en fin de vidéo. Ce que vous venez de voir, c'est la vidéo d'un kidnapping qui a été filmé en direct. Et ces images, elles ont été tournées par Balint Selenko, un confrère journaliste hongrois qui était en même temps que moi à Alep, en Syrie, en 2013. Aujourd'hui, je vais vous raconter un moment qui était assez difficile et que j'ai vécu au tout début de ma carrière de journaliste. C'est un jour où j'étais en Syrie et tous mes collègues se sont fait kidnapper, sauf moi. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est tout début 2013 et suite au printemps arabe, la Syrie elle est ravagée par une terrible guerre civile. C'est un conflit qui est extrêmement difficile à expliquer, mais au moment où je suis à Alep, pour vous résumer un peu, en gros il y a deux camps. D'un côté il y a l'armée de Bachar el-Assad qui est un dictateur qui est ultra autoritaire et de l'autre des civils qui se sont soulevés contre lui et qui ont fini par prendre les armes. Et ce qui se passe à Alep, c'est extrêmement grave. On parle vraiment de centaines de milliers de civils qui sont tués. Moi j'ai 21 ans et c'est ma première mission en zone de conflit et je veux absolument témoigner de ce qui se passe là-bas. Mais la réalité c'est que ça va pas être facile parce que j'ai encore aucun média qui me suit à l'époque et du coup pour le moment je finance tout de ma propre poche. Je prends donc un avion depuis Beyrouth jusqu'à Istanbul, puis d'Istanbul jusqu'à Gaziantep et je monte ensuite dans un taxi jusqu'à Kilis qui est une petite ville collée à la frontière syrienne. Et là, y a un soldat turc, comme partout, qui tamponne mon passeport. Et devant moi, c'est une immense ligne droite entourée de barbelés. Et tout au bout, c'est la Syrie. Et de l'autre côté, ça fait des mois que les cabines de poste frontière sont totalement vides. Ici, l'autorité centrale de Bachar el-Assad n'a plus du tout le pouvoir dans cette partie du pays, qui est plutôt contrôlée en fait par une multitude de petits groupes rebelles qu'on appelle à l'époque l'armée syrienne libre. Donc il y a bien quelques hommes avec des kalachnikovs ici et là, mais en réalité il n'y a personne pour vérifier les passeports et qui rentre sur le territoire. Alors la plupart des images que vous allez voir dans cette vidéo, elles sont tirées en fait de mon premier documentaire pour la télévision qui a été produit par Tony Comiti et qui a été diffusé sur France 5. Un ami m'avait donné un contact du côté rebelle, syrien, Abdullah, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui gère un media center dans Alep. Alors pour vous expliquer, en gros, un media center, c'est quoi? C'est un appartement avec une connexion internet où il y a des journalistes et des activistes qui peuvent être logés tout en étant capables d'envoyer des images dans le monde entier à des médias. Et ce genre d'endroit, ça existe très souvent dans des villes en guerre. C'est un endroit où généralement les journalistes se retrouvent le soir, où on peut bosser et on se sent un peu en sécurité. Alors malheureusement j'ai aucune image du Media Center, c'était complètement interdit de le filmer à l'intérieur à l'époque pour des raisons de sécurité. Alors à l'intérieur du Media Center, je suis la seule femme, il y a plusieurs activistes syriens mais que des hommes, et il y a aussi 3 autres reporters étrangers. Il y a Balint Selenko qui est un journaliste vidéo hongrois, il y a Temoris Greco qui est un journaliste de presse écrite mexicain, et Andoni Lubaki qui est un photographe basque. On décide de partir ensemble les premiers jours sur le terrain pour partager un traducteur. Moi à l'époque je porte le voile pour être plus discrète et en réalité ça me permet de travailler beaucoup plus tranquillement sur le terrain. Et là les premiers jours avec eux, je découvre vraiment une ville en plein chaos, coupée en deux, avec d'un côté les forces de Bachar el-Assad et de l'autre les insurgés. Il y a des bombardements en permanence le jour et la nuit et ça peut vraiment tomber n'importe où, n'importe quand. C'est extrêmement fatigant et stressant. Un chasseur de l'armée syrienne vient de larguer une bombe tout près du quartier où nous nous trouvons. Il y a quelques minutes encore, cet immeuble était debout. Des familles y déjeunaient tranquillement. Une soixantaine de femmes et d'enfants sont pris au piège sous les décombres. Il y a des traces de la guerre vraiment à tous les coins de rue et pourtant, étonnamment, la vie elle continue. Par exemple, on peut voir des enfants qui jouent sur les décombres. Il y a même des magasins qui sont ouverts en centre-ville. Normalement, les légumes viennent des campagnes que nous avons libérées. Malgré ça, les prix ont triplé, même quintuplé. Et la moitié de la ville, en fait, elle est tenue par une myriade de petits groupes rebelles, plus ou moins bien équipés, qui tiennent une rue, parfois un pâté de maison, ou même un quartier quand ils sont parfois plus puissants.
Écartez-vous les gars, c'est dangereux. Le mur est très haut. La grenade peut très bien nous retomber dessus. بشار حافظ أسد خنزير ابن خنزير جايين. Et le soir, comme partout dans le monde, les jeunes révolutionnaires, ils font la fête et ils essaient d'oublier quelques instants la guerre en s'amusant un peu. À peine 3 jours après mon arrivée, le 22 janvier 2013, les 3 autres reporters décident de partir sur un front au nord de la ville. Et moi, à ce moment-là, j'ai un petit peu envie de me détacher du groupe de journalistes pour aller filmer d'autres histoires et travailler un peu de mon côté. Et du coup, pour ça, j'ai besoin d'attendre leur retour et surtout d'attendre le retour du chauffeur pour qu'il me conduise sur un autre front. 1 heure passe, puis 2, puis 3, mais aucun signe de retour de l'équipe. Et d'un coup, il y a le chauffeur syrien qui les accompagnait, qui rentre en panique dans l'appartement. Et là, il me balance un gun et il me crie dans l'espèce de mélange d'anglais et d'arabe, que je comprends pas très bien, de m'enfermer à clé dans l'appartement et sans rien m'expliquer de plus. Alors moi, je deviens livide, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je capte évidemment qu'il y a un truc très grave qui est en train de se passer. Et je suis ces instructions à la lettre et je m'enferme dans l'appartement. Le traducteur syrien qui les accompagnait revient lui aussi enfin à l'appartement. Et là, il m'explique qu'ils ont été suivis par 2 voitures. Que quand ils se sont arrêtés, il y a des hommes armés qui ont emmené de force les 3 journalistes étrangers et qui ont relâché les 2 Syriens. Mes 3 collègues journalistes ont été emmenés on ne sait où par on ne sait qui. Vraiment, pour que vous compreniez bien la situation à l'époque à Alep en 2013, il y a des groupes qui viennent tout juste de faire allégeance à Al-Qaïda, il y a aussi les tout débuts, les prémices de l'État islamique. Donc moi, évidemment, je suis vraiment très inquiète pour eux, et pour moi aussi au passage. Je suis la seule étrangère dans l'appartement, avec que des mecs que je connais depuis seulement 3 jours, et mes collègues étrangers ont disparu en partant avec eux, donc il y a de quoi se poser quelques questions. Je suis pas trop du genre à paniquer dans ce genre de moment, j'essaie de réfléchir calmement et surtout de trouver une piste pour récupérer et retrouver mes collègues. Et là, je me dis qu'il faut inspecter la voiture dans laquelle ils ont été enlevés. Du coup, je descends de l'appartement et je trouve là, à l'arrière de la voiture, par terre, la caméra de Balint. Miracle. Je remonte rapidement Media Center, je la connecte à mon ordinateur et là, je découvre cette vidéo. Non, mais Grave. Alors, vraiment, je trouve ça complètement dingue que Balint ait réussi à filmer le début de son kidnapping. Je crois que je vais regarder cette vidéo au moins 50 fois parce qu'en fait, à un moment précis, on voit un morceau du visage du mec, d'un des mecs qui les ont kidnappés. Donc là, je me dis qu'on tient peut-être une piste et je demande du coup à tous les gens du Media Center s'ils ont déjà vu ce visage et s'ils connaissent cet homme. Mais là, d'un coup, je comprends pas du tout. Il y a Abdullah, le responsable du Media Center, celui qui est venu me chercher à la frontière, qui devient furieux. Il veut que je supprime la vidéo de mon ordinateur. Évidemment, je refuse catégoriquement parce que je sais que c'est la seule piste qu'on a pour retrouver mes collègues. Et là, je vous avoue, je commence sacrément à avoir des doutes et à me méfier des gens autour de moi dans le Media Center. Dans ces moments-là, c'est très facile de devenir complètement paranoïaque, et des fois pour de bonnes raisons. Moi, je suis au fin fond de la Syrie, je connais vraiment pas ces mecs, mais bon, pour le moment, je n'ai pas le choix, il faut que je reste ici, il commence à faire nuit, et malheureusement, je connais personne d'autre dans la ville. Et c'est qu'à 23 h qu'on reçoit enfin un coup de téléphone qui nous annonce que les 3 journalistes Balint, Temoris et Andoni ont été libérés et qu'ils ont été récupérés heureusement par des civils près d'une ligne de front. Donc ils ont été dépouillés de toutes leurs affaires, de leurs caméras, de leurs passeports. Ils ont bien évidemment vécu une expérience très traumatisante. Mais ouf, tout le monde est sain et sauf. Alors moi, j'étais sur le coup hyper rassurée parce qu'en fait, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'était un kidnapping opportuniste. Donc en gros, le but, c'était juste de voler leur matériel. Les 3 collègues, dans leur malheur, en réalité, ils ont eu beaucoup de chance parce que s'ils étaient tombés sur un groupe terroriste, clairement, ça ne serait pas passé de la même manière, ça serait sûrement fini autrement. Le lendemain matin, ils reviennent au Media Center pour récupérer les affaires qui leur restent, pas grand-chose, et ils décident de partir immédiatement pour la Turquie. Donc ils me proposent de les accompagner, de les suivre.
J'avoue que sur le coup, j'hésite longuement. Je me rends bien compte que c'est très dangereux sur le terrain. Mais je sais pas comment je pourrais l'expliquer, hein, même 10 ans plus tard. Je sais pas, à l'époque, je savais qu'au fond de moi, il fallait que je reste. Je sentais que ma mission, c'était de continuer à témoigner des horreurs qui se passaient ici. Du coup, je décide de rester et de trouver évidemment un autre media center pour être hébergé en sécurité. Whatever. Quelques jours plus tard, le 30 janvier 2013, avec 2 autres journalistes de l'agence AFP qui venaient juste d'arriver à Alep, on va découvrir ce qui est encore aujourd'hui un des plus graves massacres qui a eu lieu à Alep. En fait, on a découvert une centaine de cadavres, que des hommes et des adolescents qui avaient entre 12 et 35 ans, qui ont été tués d'une balle dans la tête par les soldats du régime de Bachar el-Assad et qui ont été jetés dans la rivière en fait, pour être charriés vers les zones rebelles. On a déjà repêché des corps une vingtaine de fois dans ce canal, mais des massacres de cette ampleur, je n'en ai jamais vu. C'est toujours pareil, ils tuent et jettent les corps dans la rivière. Que Dieu nous accorde son pardon, c'est vraiment un régime criminel. Par commodité, les victimes sont rassemblées dans la cour d'une école primaire. L'identification des corps se fait dans une atmosphère insupportable. L'odeur est suffocante. Et tous les quarts d'heure, de nouvelles victimes sont ramenées du canal. Cette femme vient de reconnaître la dépouille de son fils. Elle était sans nouvelles de lui depuis 1 mois. Moi, j'étais la seule journaliste qui filmait sur place à l'époque et avec mes collègues de l'AFP, on a pu informer le monde entier sur ce qui venait de se passer et ce qu'on venait de voir. Évidemment, témoigner, ça change pas grand-chose sur le terrain, dans la réalité, mais je pense qu'en tant que journaliste, on se dit qu'au moins, les gens ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Que les hommes et les femmes politiques qui prennent des décisions ne pourront pas dire qu'il manquait d'informations précises et vérifiées. Les journalistes, ils étaient sur place, les informations, elles étaient là. Le peuple syrien est en train de se faire massacrer par un régime cruel et personne, aucun gouvernement dans le monde n'a bougé. Chaque semaine, chaque mois, j'apprenais sur les réseaux la mort d'un nouvel ami. Parce qu'évidemment, quand on reste plusieurs mois sur le terrain, comme moi, 2 mois sur le terrain, on se fait forcément des amis. On est forcément en empathie avec les gens qui nous aident, qui nous accompagnent, avec qui on partage notre quotidien. Et surtout sur des terrains aussi difficiles. Et c'est vrai que quand Alep est retombé complètement aux mains de Bachar el-Assad en décembre 2013, évidemment j'étais complètement bouleversée. Mais j'ai surtout compris que tous les rêves de démocratie et de liberté de tous ces amis, de ces jeunes révolutionnaires que j'avais croisés sur le terrain, ils étaient enterrés pour au moins un petit moment. Parce qu'en fait, 10 ans plus tard, Bachar el-Assad, il est toujours au pouvoir. Il y a des groupes islamistes qui contrôlent plein de parties du territoire et le pays, il est totalement à terre. Et la guerre civile syrienne, elle a fait près de 400 000 morts. Alors comme je vous le disais au tout début, cette vidéo elle a été sponsorisée par Cambly, qui est une plateforme d'apprentissage de la langue anglaise. Merci infiniment à eux de me soutenir dans la production de mes vidéos. En plus, je suis personnellement une utilisatrice de Cambly. J'aime beaucoup cette plateforme parce qu'en fait, elle me permet de prendre des cours un peu n'importe où et n'importe quand. Il suffit juste d'avoir une connexion internet et un ordinateur. Et vraiment, on peut avoir accès à des professeurs du monde entier. Donc c'est génial pour aussi travailler des accents différents, comme l'accent américain, l'accent anglais, l'accent sud-africain. Vraiment, tous les professeurs en fait sont natifs de pays anglo-saxons. Et du coup, Cambly propose en fait plusieurs façons de travailler sur la langue anglaise. Il y a par exemple des sessions individuelles avec des professeurs particuliers. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai travaillé et j'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment de progresser très rapidement. Mais il y a aussi des sessions par exemple en groupe où on peut travailler avec plusieurs personnes, comme une classe un petit peu. Et Cambly propose aussi maintenant des cours qui sont dédiés à un domaine professionnel qui permet de travailler par exemple un lexique ou un vocabulaire très particulier et en lien avec son travail, et ce qui permet d'être beaucoup plus à l'aise par exemple pendant une présentation, pendant un échange avec un collègue, ce qui nous arrive très souvent. Donc vraiment, je recommande l'usage de cette plateforme, et en plus, ce ne sont pas du tout des petits nouveaux, ils ont déjà accompagné plus de 10 millions d'utilisateurs dans l'apprentissage de la langue anglaise, donc c'est vraiment une plateforme qui commence à avoir pas mal d'ancienneté et pas mal d'expérience. Et en ce moment, en plus, profitez-en parce que vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur l'abonnement d'1 an si vous utilisez le lien que je vous mets en description. Alors merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez et que vous pouvez évidemment me soutenir financièrement, je vous mets le lien de ma page de financement participatif en description. Merci infiniment à celles et ceux qui me soutiennent. Votre aide elle est primordiale et elle me permet de continuer à travailler et à faire justement cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires et je vous souhaite une excellente journée.